Un nouveau site de dépôt pour la Société nationale des hydrocarbures situé à Péni dans les Hauts-Bassins. Ce site a été inauguré ce 29 juillet par le président du Faso. Il comprend un dépôt de gaz butane de 4000 m3 et un débit journalier de 250 tonnes par jour. Ambiance tendue ce samedi matin à l'ouverture du congrès du parent, le parti de la Renaissance nationale. Selon un groupe de militants de ce parti, la tenue du congrès est illégale compte tenu de l'absence du bureau exécutif. Et pourtant, ce congrès se voulait un moment de réconciliation et de renouvellement des instances dirigeantes du parent. Dans ce journal, nous irons dans la région du Sud-Ouest pour voir l'évolution de la campagne agricole humide. Une campagne qui s'annonce prometteuse malgré quelques difficultés rencontrées par les producteurs de cette région. Et puisque la campagne humide rime très souvent avec inondation, nous parlerons de la prise en charge des personnes sinistrées. L'invité de ce 20h est le directeur général de la protection civile. À l'étranger, la Corée du Nord a procédé à de nouveaux tirs de missiles balistiques. Un nouvel agissement condamné par les États-Unis, la Corée du Sud et bien d'autres pays. Ces pays demandent à la communauté internationale d'accentuer la pression sur Pyongyang. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, nous prenons la direction de Péni, une localité située à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. C'est là que se trouve désormais un nouveau site de dépôt de carburant de la Sonabi. Ce nouveau site permettra à la nationale des hydrocarbures de mieux gérer ses stocks et mieux répondre à la demande des populations. L'infrastructure a été inaugurée ce 29 juillet par le président du Faso, Mané Kayen et Ali Traori. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, sur le nouveau site de dépôt d'hydrocarbures de la Sonabi à Péni. Cette infrastructure bâtie sur un terrain de 30 hectares comprend pour le moment le dépôt de gaz butane avec une capacité de 4000 m3 et un débit journalier de 250 tonnes par jour. Il a coûté à la société 19 milliards de francs CFA. Au regard de son importance et de l'opportunité qu'il va offrir aux populations, le chef de l'État a lui-même inauguré ce site situé à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. L'inauguration aujourd'hui du dépôt de Péni est non seulement une grande fierté pour le Burkina Faso de façon générale, mais également une victoire pour assurer la sécurité énergétique de notre pays. Et je voudrais dire que je me réjouis de pouvoir inaugurer ce site qui, comme vous l'avez vu, est un site moderne, est un site automatisé, est un site qui va renforcer les capacités de dépôt et de distribution, aussi bien pour l'instant du gaz, mais également pour les produits, je dirais, liquides d'ici 2 ans. À cette cérémonie étaient présents le président de l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement et plusieurs partenaires de la Sonabi. Pour le directeur général de cette société, la présence du chef de l'État le conforte dans son élan de développement. Votre présence en ces lieux aujourd'hui témoigne une fois de plus de votre engagement et de votre détermination à doter notre pays d'une infrastructure pétrolière conséquente. Votre vision dans ce domaine a été très clairement exprimée dans votre programme présidentiel: bâtir avec le peuple un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice. Après la mise en place de ces dépôts pour le gaz butane, la Sonabi prévoit d'ici à 2 ans un autre dépôt pour les produits liquides. Et dans le cadre de cette inauguration du dépôt d'hydrocarbures de Péni, la Sonabi organise une foire à Bobo-Dioulasso. La dite foire se tient depuis le 27 juillet dernier et ce jusqu'à demain dimanche. Elle est organisée dans le but de promouvoir les produits de la Sonabi, une promotion qui permettra de lutter contre la désertification. Bilodou Bazongo et Karim Sissi. Des bouteilles de gaz de tous les gabarits et des accessoires de gaz, nous sommes à la foire de la Sonabi, Société nationale burkinabé d'hydrocarbures. Un espace organisé pour non seulement valoriser le gaz, mais aussi pour permettre aux populations du SIA d'avoir de plus amples informations sur l'utilisation de ce produit. Nous nous sommes dit que c'est l'occasion d'organiser une foire de gaz pour donner l'occasion à tous ceux qui n'ont pas de gaz, qui n'utilisent pas de gaz, de pouvoir acquérir des bouteilles de gaz. Et aussi à ceux qui ont bien sûr des bouteilles de gaz aussi, de pouvoir venir aisément
faire des recharges. Donc nous pensons que c'est l'occasion pour la population de Bobo-Dioulasso de pouvoir vraiment rentrer ou en tout cas pouvoir s'épanouir dans les gaz. Même si pour le moment, les clients ne se bousculent pas devant les stands, les exposants ne désespèrent pas. Pour le moment, le marché, je pourrais vous dire que ça se passe très bien parce que déjà hier à la première journée, on a eu quelques ventes. Ce matin aussi, nous avons eu quelques ventes. Les gens viennent à compte-gouttes, mais ça va. Les exposants souhaiteraient que ces genres d'initiatives se perpétuent. Toute chose qui leur permettrait de toucher le maximum de consommateurs dans la ville de Sia. Autre point de l'actualité, nous mettons le cap sur la région des Cascades où le Premier ministre a entamé une tournée depuis hier. Paul Kabatieba s'est rendu notamment à la SN Sosiko et à la minoterie du Faso. Il s'est imprégné des conditions de travail des personnels de ces unités industrielles avant de recueillir les préoccupations. Le chef du gouvernement a également échangé avec des autorités religieuses et coutumières des Cascades. On voit tout cela avec Lamine Karantao, Siriki Milogo et Karim Sissi. Paul Kabatieba dans la cité du paysan noir. Le Premier ministre s'imprègne des conditions de travail du personnel ainsi que de l'état de santé de la SN Sosiko et de la minoterie du Faso. Le développement économique du Burkina Faso, l'industrialisation du Burkina Faso passe par la transformation de nos produits agricoles. Notre industrialisation passe par là. Et les industries qui sont déjà existantes, il faut les renforcer pour qu'elles puissent se développer davantage. Mais il faut créer encore beaucoup plus d'unités de transformation de ce type dans notre pays. Parce que nous avons beaucoup de produits agricoles que nous produisons, mais qui ne sont pas transformés. Donc il faut que nous fassions un effort pour cela. Avec une prévision de 40 000 tonnes pour cette campagne, la SN Sosiko ne pourra produire que 25 000 tonnes. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Les difficultés essentielles auxquelles nous sommes confrontés, dont nous avons fait cas à son Excellence Monsieur le Premier ministre, c'est essentiellement la commercialisation. Essentiellement la commercialisation qui est perturbée par l'importation frauduleuse de sucre et en grande quantité qui fait que, bon an mal an, nous avons toujours des stocks que nous n'arrivons pas à écouler. Si actuellement la SN Sosiko est en arrêt de travail pour des raisons d'intercampagne, ce n'est pas le cas à la minoterie du Faso. Ici, le Premier ministre a pu visiter une unité en pleine activité. Les perspectives, c'est de pouvoir avoir la matière première en grande quantité et ces perspectives peuvent passer par le développement de la production au niveau du Sourou, au niveau national, et également des perspectives pour ce qui concerne la culture du maïs pour notre unité de maïserie qui n'est pas encore réhabilitée. Les difficultés et doléances présentées par les responsables de ces deux sociétés seront examinées de façon rigoureuse afin d'y impulser un nouveau dynamisme, foi du Premier ministre. Paul Kabatieba achève sa visite dans la cité du paysan noir par des échanges avec les autorités coutumières et religieuses. Retour à Ouagadougou pour parler d'actualité politique avec tout d'abord le Parti de la Renaissance nationale qui a tenu ce samedi son congrès ordinaire. L'ouverture de ce congrès s'est déroulée dans une ambiance de tension. La raison, une partie des militants du parent estime que la tenue du congrès est illégale puisque le bureau exécutif du parti n'était pas présent. Le reportage de Kwale Nebié et Nyarkiteda. L'image en elle-même témoigne de l'ambiance avant le début des hostilités du 4e congrès du parent, le Parti de la Renaissance nationale. Certains membres du Parti des idées ont d'entrée rejeté la tenue de ce congrès qu'ils qualifient d'illégal au regard de la composition du présidium, un présidium sans le bureau sortant. Pour le père fondateur du parent, ce sont des agitations téléguidées. Sinon, le congrès est bel et bien légal et va se tenir pour sauver le parti. On n'a pas besoin d'avoir fait une heure de droit. Il n'y a plus de bureau. Le bureau, son mandat s'est terminé. Il faut que les gens ouvrent leurs oreilles à la fin. Le bureau, son mandat s'est terminé le 27 juin 2015. Et conformément à nos délibérations de janvier 2006, comme il y a eu crise et qui a été constatée, c'est moi seul qui représente le parti. Dans cette lancée, Laurent Kila-Choubado est revenu sur les différentes péripéties qu'a connu son parti. Un parti entraîné dans la division et l'exclusion par les actuels premiers responsables. C'est pourquoi, en père de famille,
il décide de mettre de l'ordre. Tout le monde sait très bien quand on dit parent, c'est Laurent Gbadou. Comme mon parti est pauvre, comme les pauvres, les ruraux ne vont pas s'intéresser à ce parti, et ils ne comptent que sur l'argent, je me suis dit, si aujourd'hui le président du parti est Gourouchi, demain c'est un Moussi, 3 ans après c'est un Moussi, 3 ans après c'est un peu, 3 ans après quoi? Chacun va mener son parti dans sa région. Et c'est de cette manière que nous avons la chance, en étant sans argent, on peut arriver à commencer à nous asseoir dans la conscience collective. Voyez la raison pour laquelle cette alternance a été inaugurée au sein de mon parti. Le congrès prend fin ce dimanche 30 juillet et va permettre de renouveler les instances du parti. Le professeur Laurent Gbadou promet étaler au grand jour toute la vérité sur la gestion du parti par le bureau sortant les jours à venir à travers une conférence publique. Pendant ce temps, un nouveau parti fait son entrée dans l'univers politique burkinabé. Il s'agit de l'Alliance des démocrates pour le développement ADD, un parti de la mouvance présidentielle qui dit vouloir accompagner Roch-Marc Christian Kaboré dans la mise en œuvre de son programme présidentiel. Au cours d'un congrès tenu ce samedi à Ouagadougou, l'ADD a procédé au lancement de ses activités et à la présentation de son bureau exécutif. Des précisions avec Pawadrogo Jean Zongo et Nathalie Sawadgo Nabalou. L'Alliance des démocrates pour le développement ADD entre dans le grand cercle des partis politiques burkinabés. Ce parti du coq blanc s'inscrit dans la mouvance présidentielle avec 3 défis. L'adoption de résolutions pour la sécurité, la réconciliation et la relance économique pour un Burkina meilleur. Nous avons notre vision, nous avons notre démarche, mais cela n'empêche qu'on accepte d'aller dans un regroupement, dans un ensemble plus vaste, dans l'intérêt des populations de notre pays. Dans tout ce qui va se passer, nous serons présents. Comme nous l'avions dit, nous n'allons pas faire de la figuration. Vous allez nous unir dans vos différentes colonnes. Ça veut dire que nous allons apporter notre contribution intellectuelle déjà au débat national, aux différents projets donc, qui seront en discussion dans ce pays. On va les mettre en œuvre selon donc, nos capacités. Et ce présent congrès statutaire marque le démarrage effectif des activités du parti du coq blanc. Un congrès qui a connu la présence d'autres partis frères venus apporter leur soutien aux nouveau-nés. Nous sommes toujours contents de voir émerger des partis politiques dont le souci essentiel, c'est d'apporter un plus des solutions durables aux préoccupations des populations. Et nous sommes disposés effectivement à collaborer avec ce genre de partis-là. Créé en mars 2016, le bureau exécutif actuel de l'Alliance des démocrates pour le développement est composé de 39 membres. Ils entendent œuvrer les jours à venir pour le développement du Burkina Faso. L'Union d'action syndicale réagit à ce qu'elle qualifie de licenciement abusif dont seraient victimes des délégués syndicaux. Des licenciements qui seraient même validés par l'inspection du travail. À travers une marche organisée ce samedi à Ouagadougou, l'UAS a appelé le gouvernement à assurer la protection des délégués syndicaux conformément au Code du travail burkinabé. Des précisions avec Roger Kam et Zoubavier David Dabiri. C'est une marche de protestation contre les licenciements jugés abusifs des délégués syndicaux. Parti de la Bourse du Travail, ce matin, les différentes centrales syndicales ont eu pour point de chute le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. Ici, les marcheurs remettent une note d'interpellation au gouvernement sur ce qu'ils qualifient de licenciement abusif des délégués syndicaux et personnels du secteur privé. Depuis un certain temps, nous avons constaté que ces licenciements s'amplifient et prennent une tournure assez difficile, j'allais dire grave, pour le monde du travail. Nous sommes là pour vous remettre ce message à l'attention du gouvernement. Si petit à petit ce nombre de travailleurs qu'on licencie pêle-mêle grossit, ça va constituer tôt ou tard une bombe sociale et cela sera négatif pour notre pays. Nous avons fait le point ce matin et nous sommes à près de 1500 travailleurs qui sont licenciés malgré le refus de l'inspection du travail. En l'absence du ministre, c'est le directeur de cabinet qui accuse réception du message des centrales syndicales. Les différentes centrales syndicales attendent aussi du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale
la mise en œuvre effective de l'engagement portant sur la révision du Code du travail pour assurer la liberté syndicale et le droit des travailleurs. Dans l'actualité également, on s'intéresse au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme en abrégé SDAU. Hier vendredi, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme a procédé au lancement des SDAU pour 13 communes urbaines. Le SDAU est le premier outil de référence pour l'urbanisation des communes et il permet à ces communes de mieux assurer leur croissance économique. Pawadrogo Jansongo et Oumou Sissi. Pour faciliter l'urbanisation des villes du Burkina, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme veut doter chacune d'elles de schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme SDO. De 1993 à 2017, ce sont 35 schémas directeurs qui ont été élaborés, dont 12 sont déjà adoptés. Ici à Réau, les études des schémas directeurs de 13 autres communes urbaines sont lancées. C'est l'outil qui nous permet d'organiser dans chaque ville la destination des différents espaces. Ici, ce sera pour l'habitation. Là, ce sera pour l'industrie. Là, ça sera pour le commerce. L'absence de cet instrument a favorisé cette urbanisation désordonnée qui fait que nos villes ne sont pas fonctionnelles. Ces schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme faciliteront le travail des maires des communes concernées, confrontés à toutes sortes de difficultés. Et depuis bientôt 8 mois, le Conseil a pris cette décision de ne plus signer cette question de cessation à l'amiable. Nous avons des dizaines de dossiers où des gens se lèvent, des petits-fils, des oncles, des neveux, ils vendent les terrains des familles et on veut mettre la mairie en conflit avec les populations. C'est vraiment un soulagement pour nous que le gouvernement même s'implique au niveau des communes là et pour que nous résolvons ensemble ces difficultés. Avec ces schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, les premiers responsables des communes pourront mieux maîtriser le développement de leur ville et faire d'elles de véritables pôles de croissance. L'Organisation néerlandaise de développement forme les acteurs de la société civile qui interviennent dans le domaine de l'élevage. La formation porte sur la vulgarisation des textes sur l'élevage pastoral. C'est la connaissance de ces textes qui permettra d'éviter les conflits liés à la pratique de l'élevage au Burkina Faso. Et les bénéficiaires de la formation sont invités à sensibiliser les éleveurs de leur localité. Issa Kafando et Salissa Sanfo. Une vie sans enfreindre aux règles prescrites, bien difficile au Burkina Faso. Il y a des pratiques qui perdurent encore. Conséquence, les conflits naissent et au lieu de la prospérité, ce sont des dégâts qui sont enregistrés ça et là. L'Organisation néerlandaise de développement veut relever le défi de faire connaître et faire approprier ces textes pour une résilience pastorale. Elle forme ici les organisations de la société civile actives dans le domaine de l'élevage pour le plaidoyer sur la vulgarisation des textes qui régissent l'élevage pastoral. Nous souhaitons que les textes qui existent en la matière soient appliqués. Est-ce qu'il y a un certain nombre de textes également aussi qui manquent de décrets d'application? Et aussi, ce que nous souhaitons, c'est que les pasteurs généralement et les agro-pasteurs qui sont marginalisés puissent avoir droit au chapitre du développement de l'élevage qui est très important pour notre pays. Ces organisations de la société civile ont bien compris la mission qui sera la leur à l'issue de cette rencontre. C'est d'amener les décideurs, les politiques, à prendre en charge cette problématique, de sorte que les textes qui sont bien élaborés d'ailleurs puissent être vraiment appliqués. Cela va contribuer justement à un exercice meilleur du pastoralisme. Tous reconnaissent ici la pertinence du cadre institutionnel, politique et législatif sur l'élevage pastoral. Mais pour eux, ce sont des textes qui datent et méritent d'être revus pour prendre en compte certains facteurs tels le genre et les changements climatiques.
Autre point de l'actualité, et nous prenons les nouvelles de la campagne agricole humide dans la région du Sud-Ouest. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques était hier dans cette région pour constater l'évolution de cette campagne. À l'étape actuelle, le constat est positif, malgré quelques difficultés rencontrées par les producteurs de cette région. Le reportage d'Oumarou Sayon et Christophe Da. Les attaques de chenilles dont le Sud-Ouest a souffert en début de saison agricole semblent appartenir à un lointain souvenir désormais. C'est du moins l'impression que donne l'état des plants dans les champs visités par le ministre en charge de l'agriculture. D'abord à Bafor, dans le Yoba, Damokilaï Somé y exploite à la charrue plusieurs spéculations, dont le maïs et le soja sur 21 hectares. À Djikandou, dans le Poni, Naondomo Palinfo a déjà récolté le maïs qu'il avait au préalable associé au manioc sur une superficie de 15 hectares. Le ministre, qui se dit satisfait de la campagne agricole, exhorte la jeunesse à s'intéresser à l'agriculture dans cette région où l'orpaillage gagne du terrain. Nous avons très bien apprécié ce qui se fait ici sur ce site aussi comme de l'autre côté. Et dans ce promoteur emploie à peu près ou plus de 120 employés permanents, ce qui est une très bonne politique pour justement donner du travail aux jeunes, aux femmes. Et aussi, il montre de nouvelles technologies culturelles qui permettent à ce qu'il soit un modèle pour justement tirer ceux qui sont encore hésitants à se lancer dans cette production. Je répète que la terre ne ment pas. Il peut venir, il prend exemple sur nous et nous allons les conseiller, on va avancer ensemble. Et vraiment, nous allons faire de cette région-là l'Eldorado du Burkina à travers l'agriculture. Les deux producteurs suivent rigoureusement les techniques recommandées par les techniciens de l'agriculture, d'où la visite de leur champ par le ministre. Jacob Ouedraogo s'est montré aussi attentif aux contraintes auxquelles font face les agriculteurs du Sud-Ouest. C'est entre autres la difficulté d'acquisition d'intrants, le tarissement d'eau et la mobilité de la main-d'œuvre. Et la campagne agricole rime avec l'utilisation de pesticides par de nombreux producteurs. Des producteurs qui ignorent très souvent que ces produits chimiques ne sont pas homologués au Burkina Faso. À Dano, la police a saisi un important lot de pesticides qu'elle a remis hier au ministère en charge de l'agriculture. Oumarou Sayon et Christophe Da. Ce herbicide est non homologué au Burkina Faso. Il fait partie d'un grand lot de produits phytosanitaires saisis par la police nationale du Yoba les 29 juin et 24 juillet 2017. Cette cérémonie de remise au ministère en charge de l'agriculture est certes symbolique, mais elle vient réaffirmer qu'une loi régit l'importation, la commercialisation et l'utilisation de ces produits au Burkina. Vous savez bien que les pesticides sont un peu dangereux. Ils contiennent des matières toxiques, aussi bien qui peuvent jouer sur la santé de l'homme, sur la santé animale et même sur l'environnement. Donc nous profitons encore, sensibiliser davantage que pour vraiment faire ce travail, c'est un métier qui est reconnu d'importer et de vendre des pesticides, mais il y a des normes légales dans lesquelles le gouvernement ne transige pas. La police du Yoba n'a pas non plus transigé avec ces dispositions légales. Elle a saisi au total 268 cartons d'herbicides et 72 cartons d'insecticides, le tout estimé à 7 millions de francs CFA. C'est une manière pour nous aussi pour décourager ceux qui seront tentés de continuer dans cette lancée-là, parce qu'aujourd'hui, ce sont ces produits qu'on trafique et demain, ça peut être autre chose. Les activités de trafic sont légion dans cette province du Yoba qui est une zone frontalière, a déclaré le directeur provincial de la police nationale du Yoba, qui en appelle à la collaboration des populations, grâce à qui cette prise a été possible. La campagne agricole humide qui s'est installée est également la période où la pluviométrie est diversement répartie. Conséquence, certaines localités du Burkina Faso connaissent déjà des inondations. La gestion de ces inondations et la prise en charge des personnes sinistrées, nous en parlons avec l'invité de ce 20h, M. Lazare Yago. Il est le directeur général de la protection civile. Bonsoir, M. Yago. Bonsoir. Alors, tout d'abord, est-ce que vous avez une idée des cas d'inondation et le nombre de personnes sinistrées à ce jour? Ouais. C'est vrai qu'on est en pleine saison hivernale et donc nous avons déjà enregistré quelques cas d'inondation. On en a eu à Ouagadougou, on a également eu des cas d'inondation à Boromo et dernièrement dans les localités de Gorom, de Seba et de Tououri. Donc où on a enregistré en tout cas des pertes en vies humaines
et des personnes sinistrées, des victimes. Et également aussi, on a eu des pertes de bétail et des destructions de cultures. Donc on est toujours en pleine évaluation donc, pour faire un point vraiment plus précis et en collaboration donc, avec le CONASUR. Alors, une fois que ces inondations-là se produisent dans l'immédiat, comment est-ce que vous les gérez? Je vais parler en termes d'action, mais aussi de procédures pour prendre en charge les personnes sinistrées. Bon, ces inondations-là, on les gère sur deux plans. Il y a d'abord les mesures d'urgence hein, qui consistent donc à sauver les vies humaines, hein, à mettre les personnes, les victimes en sécurité. Et on a une deuxième phase qui consiste donc à la prise en charge donc, des sinistrés. Donc la première phase se fait donc avec les sapeurs-pompiers, donc c'est la partie d'urgence. Et ensuite donc il y a la partie donc assistance humanitaire, hein, et comment aider les victimes. Et là c'est également aussi donc, en collaboration donc avec le CONASUR. Alors, est-ce que ces mécanismes-là sont réellement efficaces? Est-ce qu'ils vous permettent vraiment d'agir avec célérité et de prendre en compte les populations, même celles qui sont les plus reculées de vos services? Tout à fait. Et nous avons des mécanismes qui sont efficaces, il faut le reconnaître. On a aujourd'hui, en tout cas, une organisation territoriale assez efficiente. C'est-à-dire que l'ensemble du territoire, hein, on a des structures donc, sur place qui permettent donc, de pouvoir donc, faire face donc, à toutes ces situations-là. C'est-à-dire que dans toutes les régions du Burkina, dans toutes les localités, il y a une représentation donc, des structures d'organisation des secours et donc, qui permettent donc, de réagir donc, face à toutes les situations. Alors, et qu'en est-il des ressources, qu'elles soient matérielles ou financières, est-ce qu'elles sont disponibles pour répondre efficacement aux différentes catastrophes d'inondation? En matière de ressources, on peut dire qu'on n'est jamais suffisamment prêt. En tout cas, on essaie de faire donc, le maximum. Nous avons donc prévu ce qu'il faut, nous avons pris des dispositions, nous avons mis en place un certain nombre de plans d'organisation des secours et on a mis en place également aussi le plan de contingent multirisque au niveau donc, du CONASUR. Donc l'ensemble donc, de ces mécanismes-là permettent donc de faire face donc, à ces situations-là. Nous avons par exemple les plans ORSEC, les plans d'organisation des secours, qui sont des plans qui permettent donc de réagir très rapidement et donc de prendre en charge donc, les victimes. Alors, il y a aussi que les populations sont souvent très paniquées quand ces inondations surviennent. Quels conseils vous pouvez leur donner en cas d'inondation imminente? Quel doit être le réflexe? En fait, en cas d'inondation, il y a deux phases. Il y a la phase qui vient donc avant l'inondation elle-même. Donc, il s'agit d'abord donc de prendre des précautions. Hein. Si par exemple on a des produits chimiques à domicile, on a des médicaments et tout ça, et des effets assez importants, il faut les mettre en hauteur, il faut les mettre en hauteur, les sécuriser. Ça c'est avant même l'inondation. Maintenant si on a un cas d'inondation qui se présente réellement et que l'eau commence à envahir donc, la maison, il faut couper le courant électrique. Ça c'est important, débrancher les différents appareils et couper le courant électrique. Il faut également aussi appeler les secours, ça c'est extrêmement important. Très rapidement, il faut appeler les pompiers pour qu'ils puissent donc venir à votre aide. Il faut écouter la radio, parce que la radio et la télé, parce qu'il peut y avoir donc des mesures de sécurité qui sont diffusées donc à travers donc ces canaux-là. Il faut également aussi éviter donc de rester dans les maisons qui menacent de s'écrouler. Voilà. Et il est important aussi d'empêcher les enfants de se balader partout lorsqu'il y a donc des pluies. Il faut maintenir les enfants à la maison parce qu'on a beaucoup de cas où des enfants se font emporter par les eaux. Et même les grandes personnes aussi, il est important aussi de s'abstenir donc de faire des déplacements, hein, de rester à domicile, hein, le temps que les pluies cessent et que le niveau de l'eau, en tout cas, baisse. Merci beaucoup, M. Yago, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le directeur de la protection civile et vous étiez sur notre plateau pour parler de la gestion des inondations et la prise en charge des sinistrés. Merci.
Merci à vous. Voilà, suite de ce journal, les femmes peuvent jouer un rôle important dans l'instauration de la paix et de la sécurité. C'est animé d'une telle conviction que le National Democratic Institute a convié des femmes leaders de 13 régions du Burkina pour une session de renforcement des capacités. L'atelier tenu le 27 juillet dernier a été organisé en collaboration avec la coalition Femmes, Paix et Sécurité. Paul-David Bambara et Moumouni Soubega. Venues des 13 régions du Burkina, ces femmes ont reçu 3 jours de formation en technique d'animation, de focus group, de leadership et stratégie de plaidoyer. Une formation qui va permettre leur implication dans les processus de développement et la définition des réformes relatives à la paix et à la sécurité. C'est d'abord que nous puissions les installer au niveau local, dans leur terroir, pour qu'elles soient officiellement reconnues comme étant des femmes qui ont reçu ces compétences-là pour mener aux côtés de l'autorité locale tout ce que les femmes sont capables d'apporter pour maintenir la paix, pour la cohésion sociale et pour le développement. Les bénéficiaires qui repartent désormais outillés en la matière n'ont pas manqué de traduire les reconnaissances aux organisateurs de la formation. Nous sommes en quelque sorte des relais. Nous allons repartir à la base. On va essayer de faire des focus group pour essayer de sensibiliser les gens, recueillir leurs opinions par rapport à la situation du pays, essayer de donner des conseils pour apaiser les cœurs et pour que le Burkina redevienne un pays comme avant. C'est notre pays, on travaille à ça. Au nombre de 37, ces femmes sont toutes issues des structures associatives. Cette formation est une initiative de NDI en partenariat avec COFEPAX, la coalition Femmes, Paix et Sécurité. Nous repartons à Bobo-Dioulasso pour voir ces nouvelles compétences au profit de l'armée burkinabé. Plus de 1000 jeunes soldats sont désormais aptes à intégrer les différentes unités de forces armées nationales. La cérémonie marquant la fin de leur formation a eu lieu hier au camp Daniel Ouessin Koulibaly. Le reportage de Martin Zerbo, Satuné Paré et Hadi Sandamba. Il s'agit d'un simple exercice de démonstration de connaissances. Ce sont là de bons combattants, bien drillés et dignes d'être présentés au drapeau national. Ainsi en a décidé la hiérarchie à l'égard du contingent militaire 2016. 1102 au départ, ce sont aujourd'hui 1098 recrues qui reçoivent leurs épaulettes. Chaque année, pour les besoins des forces armées, nous recrutons aux environs de 1000 jeunes burkinabés pour venir compléter les effectifs. Après le recrutement, bien sûr, ils sont formés pendant 6 mois, durant lesquels on leur donne les savoirs et savoir-faire de base pour pouvoir intégrer la famille militaire. De la formation militaire générale à la mission opérationnelle, en passant entre autres par la formation physique et sportive, ces soldats sont désormais nantis de connaissances pour faire face aux nombreux défis sécuritaires. Nous avons à travers l'instruction et l'éducation, la formation et l'entraînement essayé de les inculquer toutes les connaissances techniques et toutes les valeurs cardinales qu'il faut qu'un militaire doit avoir afin de pouvoir accomplir sa mission avec tout le professionnalisme que cela demande. C'est un sentiment de joie. Je pensais que j'allais pouvoir, mais au final je suis là. Il n'y a rien de tel. Une formation, c'est une formation. Il faut un peu de courage, de morale et ça va aller. Au cours de cette cérémonie de présentation au drapeau, 4 soldats n'ont pu être au rendez-vous. Cause, 2 d'entre eux ont été radiés et 2 autres décédés pour diverses raisons. Une attention particulière est accordée à leur mémoire à cet effet. Actualités en sport et en bref, la région du centre est la première à inscrire en lettres d'or son nom au palmarès de la Coupe de l'Assemblée nationale dans la catégorie cadette. Cet après-midi au stade Obi, la région du centre a battu celle de Haut-Bassin à l'issue de la séance de tir au but par 5-4. Le score de cette finale présidée par le président de l'Assemblée nationale Salifou Diallo était d'1 but partout dans le temps réglementaire. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Un mot sur l'actualité à l'étranger avec ce 10e ajustement de la Corée du Nord qui a tiré un missile balistique hier. Comme d'habitude, ce nouveau tir de missile est jugé par les États-Unis et bien d'autres pays comme une provocation de Pyongyang.
La Corée du Nord a procédé ce vendredi à un nouveau tir de missiles balistiques intercontinental qui suscite de nouvelles craintes vis-à-vis du régime de Pyongyang. Le lancement a été détecté par le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis qui avaient repéré ces derniers jours les préparatifs au lancement d'un engin balistique. Selon Tokyo, le missile nord-coréen a volé pendant 45 minutes avant de s'écraser 1 millier de kilomètres plus loin dans les eaux de la mer du Japon. Ce tir intervient moins d'1 mois avant le premier test réussi par Pyongyang d'un missile balistique intercontinental en capacité théorique d'atteindre l'Alaska au nord-ouest des États-Unis. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 22h30 avec Draman Dadzian. Merci de votre fidélité.